Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Matin Prépa. Pour ce live ce soir à 18h, nous allons parler des droits des non-humains, un sujet qui s'inscrit bien sûr dans celui plus large de l'animal, qui est donc votre thème d'étude depuis le début de l'année et qui va vous suivre si vous êtes carré et cube en avril puis en mai pour respectivement Ecricom et la BCE. Et pour ce faire, ce soir, donc pour évoquer ce sujet avec vous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Diego Landivar. Alors Diego, tout d'abord Bonjour. bonjour. Diego, vous êtes donc enseignant-chercheur en économie au sein du groupe ESC Clermont et vous êtes également le directeur d'Origins Media Lab. Donc, vous pouvez peut-être nous dire deux mots également à ce sujet en introduction. Je rappelle par ailleurs donc votre article que vous avez rédigé pour le magazine Le Major, qui vient d'ailleurs tout juste de paraître sur le site internet. Donc voilà, n'hésitez pas également à le consulter, cet article qui s'intitule La théorie des cycles économiques à l'épreuve du Covid, puisque je le rappelle, le dossier du magazine concerne le monde post-Covid. Alors voilà, ce n'est pas le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, mais bien donc celui du droit des non-humains. Alors peut-être d'abord en préambule, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus de cette invitation. Donc je suis enseignant-chercheur au groupe ESC Clermont, où j'enseigne l'économie largement et aussi les sciences humaines et sociales. Et dans mes travaux de recherche, justement, j'ai pas mal travaillé sur la question du droit des non-humains, c'est-à-dire comment, en fait, dans différentes parties du globe, on expérimente des innovations juridiques pour mieux protéger la nature. Et bien évidemment toutes les entités de la nature, y compris les forêts, les rivières et bien sûr les animaux. Et donc je dirige ce laboratoire Origins Media Lab où on explore un peu toutes ces pas mal de solutions sur la question de l'anthropocène, du changement climatique et en règle générale de la situation écologique. Alors on va revenir sur toutes ces notions qui sont bien évidemment connexes. D'abord peut-être une petite précision sémantique, on le sait en introduction en culture générale, c'est très important de préciser de quoi on parle exactement et de revenir à la définition des sujets. Alors avant toute chose, qu'est-ce que c'est finalement un non-humain ? Un non-humain, c'est en fait une catégorie assez générale pour décrire toutes les entités, toutes les entités du monde qui ne sont pas humaines. Et donc, on va évoquer à travers ce terme justement les montagnes, les fleuves, les animaux, et y compris d'autres entités qui peuvent être importantes pour certaines cultures, pour certaines cosmologies autochtones, indigènes, un peu partout dans le monde. Et donc la catégorie de non-humain est une catégorie qui s'est beaucoup popularisée dans l'anthropologie et aussi dans les sciences humaines plus en règle générale, et donc va concerner en fait toute cette exploration de comment les sociétés occidentales ou dans les pays du Sud, on va dire, pour aller vite, vont agencer des manières de vivre, vont bâtir des sociétés dont le statut accordé justement à ces non-humains va être différent selon les cas. Et donc, justement, c'est ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir comment les sociétés autres que les sociétés occidentales vont donner des statuts différenciés à des entités non humaines, donc des rivières, des montagnes, des forêts, des arbres, etc., etc. Alors justement, c'est une question intéressante, effectivement, que celle du droit, qui est une notion effectivement qui peut être s'articuler, on va dire, dans une dissertation avec celui de l'animal. En ce qui concerne le droit, justement, le droit est bien entendu défini par les hommes, mais pour autant, concerne-t-il uniquement les hommes, ou bien existe-t-il également un droit, justement, au sens juridique du terme, des non-humains ? Alors oui, c'est la question vraiment qui nous intéresse, et je pense que cette question-là, elle est vraiment intéressante dans la perspective notamment du programme qui est défendu cette année, dans la mesure où justement il y a aujourd'hui on a aujourd'hui des sociétés qui ont été bâties essentiellement sur l'idée d'un contrat social, c'est-à-dire d'humains avec des humains. Et très tôt, enfin il y a déjà bien longtemps, le philosophe Michel Serres avait justement proposé un autre concept qui est celui de contrat naturel, pour évoquer cette possibilité, face notamment à l'urgence climatique et écologique, de pouvoir accorder aux non-humains un statut qui soit dignifié, qui soit mieux reconnu et qui fasse entrer finalement les non-humains dans nos institutions politiques, juridiques, économiques, etc. Et ce travail a ensuite été prolongé par pas mal de chercheurs en sciences humaines et sociales, dont Bruno Latour, Isabelle Stengers, et j'en passe parce que la liste aujourd'hui est très longue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été aussi, cette voie-là a été expérimentée sous des formes décentralisées
est située dans des pays complètement différents, où justement on a essayé de bâtir d'autres formes d'institutions, d'autres formes de constitutions politiques, où le statut de ces entités devenait beaucoup plus densifié, dignifié, et qui donnait en fait une configuration notamment du droit, parce que c'est là où les choses deviennent opérationnelles, notamment, qui sont très intéressantes à analyser et à suivre. Alors justement, vous avez enquêté sur plusieurs pays qui ont expérimenté ce type d'innovation juridique pour mieux protéger les non-humains. Quels sont ces pays et quelles sont les différences notables qu'on peut voir vis-à-vis des différents pays et peut-être aussi des différentes cultures, des différents modes de vie que vous avez pu bien constater à travers le monde? En fait, déjà, la première chose à analyser dans ces configurations-là, c'est justement comment les pays occidentaux, les pays européens, par exemple, accordent ou pas un statut aux entités de la nature. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a un droit assez pauvre en la matière parce que jusqu'à notamment récemment, il y a eu pas mal d'innovations dans ce sens-là, mais jusqu'à récemment, en fait, les animaux étaient par exemple considérés comme des biens meubles. C'était des entités qui appartenaient à quelqu'un, à un propriétaire, et donc étaient soumis finalement à ce pouvoir discrétionnaire du propriétaire, en fait, la notion de propriété est un régime du droit qui est important dans les pays occidentaux, qui détermine pas mal de choses dans l'univers économique notamment, et donc l'environnement en règle générale est une entité qui nécessite toujours d'avoir une médiation humaine pour pouvoir exister pleinement dans le droit occidental, dans le droit européen, et donc ce n'est pas le cas justement dans d'autres pays. Donc moi je me suis intéressé très tôt avec d'autres collègues sur la question des droits des non-humains, et notamment de ces pays où on a expérimenté des formes constitutionnelles déjà, où les entités de la nature devenaient des sujets de droit, de plein droit en fait, en quelque sorte. Et donc, je me suis intéressé par exemple à l'Assemblée constituante en Bolivie, l'Assemblée constituante également en Équateur, qui ont été deux événements historiques très important parce qu'on a fait rentrer dans ces processus constituants les communautés indigènes, les communautés autochtones, etc. Et dans les communautés autochtones, nécessairement, vous allez avoir des configurations de la nature qui sont complètement différentes de celles qu'on a en Occident. Donc, pour aller vite et de manière très schématique, parce que j'ai pas le temps de pouvoir expliquer tous les détails et les précisions valables, mais en tout cas, dans les communautés, par exemple, autochtones d'Amazonie, vous avez des perceptions du monde qui sont plutôt animistes. C'est-à-dire que voilà, pour une communauté, tel ou tel animal ne va pas avoir le même statut enfin va avoir le même statut plutôt qu'une personne humaine, et donc il va y avoir ce lien de continuité qui a été longuement débattu dans l'anthropologie, notamment avec les travaux de Philippe Descola, etc. Donc il y a pas mal de richesses dans la perception des animaux, des forêts, des entités de la nature en règle générale. Et donc comme ces assemblées constituantes dans ces deux pays, la Bolivie et l'Équateur, ont fait rentrer les communautés indigènes dans le travail de rédaction de la Constitution, nécessairement à la sortie, on s'est retrouvé avec des constitutions politiques et donc des assemblages qui tiennent le droit, qui sont beaucoup plus intéressantes pour les non-humains. Et c'est notamment ça qui a permis de faire apparaître dans la Constitution équatorienne, par exemple, l'article 71, qui fait de la nature une entité de droit à pleinement parler, quoi. Et dans ces différents pays, ces différentes sociétés que vous avez étudiées, est-ce qu'il y a des grands jalons historiques à retenir? Est-ce qu'il y a des éléments, des faits, des événements qui ont pu contribuer justement à ce changement de paradigme, ou est-ce que ça se fait progressivement, et auquel cas, de quand date un petit peu cette espèce de prise de conscience que vous décrivez? Disons que les grands jalons sont tous héritiers en fait de la période coloniale,
parce que la période coloniale n'a pas simplement imposé dans les pays du Sud des régimes économiques, hein, des régimes d'extractivisme, de matières premières ou d'expropriation, mais aussi des logiques d'imposition d'un droit, quoi, d'un droit, d'une constitution. Donc tous les régimes, par exemple latino-américains, les régimes constitutionnels et donc juridiques, sont héritiers des configurations européennes, quoi, du droit napoléonien, etc. Et donc, du coup, bien évidemment, lorsque tous ces pays se sont mis un petit peu à changer de paradigme, à vouloir renverser les logiques coloniales, elles ont dû mettre des coups de pression très forts pour faire entrer enfin les populations indigènes, qui sont souvent des communautés extrêmement présentes dans les pays andins, par exemple. Et donc, en faisant cela, on a fait bifurquer la rédaction des assemblées constituantes, des constitutions politiques. Et comme je disais auparavant, quand vous changez la philosophie d'une constitution politique, là, vous avez des ouvertures qui sont d'ordre philosophique et symbolique d'abord, mais des ouvertures d'un point de vue du droit pour le faire atterrir et créer des conditions vraiment de protection efficaces et concrètes vis-à-vis des animaux, des plantes, des forêts, des rivières, etc. Et alors, donc, vous l'avez justement évoqué en creux, qu'en est-il de la perception occidentale des animaux? Est-ce que c'est déjà à peu près égal selon qu'on considère l'Europe, les États-Unis, voire la Russie si on prolonge un peu, ou est-ce qu'il y a aussi des différences fondamentales de perception entre les différents pays occidentaux? En fait, ce qui est paradoxal justement à ce niveau-là, c'est que donc il faut savoir que dans le droit, par exemple français, jusqu'à très récemment, il y avait un article, l'article 528, qui était un article qui faisait que les animaux étaient considérés comme des biens meubles, comme je le disais tout à l'heure. Et récemment, il y a eu justement tout le travail qui a été fait sur l'être vivant doué de sensibilité dans le Code civil et qui a fait éclore un nouvel article, l'article 515, et qui est justement dirigé dans une meilleure prise en compte de ce que c'est qu'un animal et qui n'est plus juste un objet, mais qui devient en fait un sujet. La grande différence entre cette perception de l'animal en tant qu'entité juridique et celle qui est par exemple expérimentée dans d'autres pays, c'est que ici, la logique, elle vient essentiellement d'un travail de longue haleine sur la sensibilité des animaux par le fait que les pays européens ont notamment développé en fait des connexions très fortes avec les animaux domestiques et donc cette sensibilité-là, elle est notamment défendue par cette tradition culturelle qui s'est imposée dans les pays occidentaux. Dans les cas que j'ai cités auparavant, notamment dans les pays andins, ce n'est pas forcément une protection de l'animal domestique en tant que culture, en tant que background culturel qui a été déterminante, mais plutôt vraiment des questions de protection de la nature en règle générale, de protection des entités cosmologiques de ces pays, par exemple la Pachamama, la terre-mère, etc. Et donc c'était plus des options, on va dire, politiques, stratégiques, et pas forcément d'ordre de la sensibilité. Donc il y a cette notion de sensibilité qui est très forte aujourd'hui dans le Code civil et qui montre bien que le chat, le chien, etc., les animaux sont désormais reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité. On va dire que dans les pays cités auparavant, c'est plutôt des entités vivantes, bien évidemment, douées d'un statut plein d'un point de vue politique et juridique, quoi. Et justement, si on se focalise là aussi sur l'accident, même sur le cas français, on voit émerger depuis maintenant quelques années justement une prise de conscience généralisée de la société civile. On voit l'essor du véganisme, on voit des associations comme L214 qui militent à travers des vidéos chocs pour justement changer les pratiques dans les abattoirs. On voit aussi le marketing, les messages aussi des grandes boîtes de cosmétiques qui promeuvent le fait qu'ils n'utilisent plus forcément d'animaux dans leurs tests. D'où vient justement cette émergence et est-ce que, selon vous, est-ce qu'elle est pérenne ou est-ce que c'est finalement un phénomène de mode?
Je ne sais pas. Moi, je peux pas me prononcer sur est-ce que c'est un phénomène de mode ou pas. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il y a des controverses de plus en plus nombreuses sur ces questions-là et qui sont assez difficiles de démêler. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des questions qui sont liées à l'éthique environnementale, c'est-à-dire comment les sociétés humaines vont percevoir les autres entités non humaines et leur accorder ou pas une place dans la société. Mais il y a pas que ça dans le débat, il y a aussi la question de l'urgence climatique et écologique qui rentre là-dedans et qui pousse en fait les sociétés à reconfigurer la place de ces non-humains pour des raisons, on va dire, de protection ultime de l'habitat sur Terre, pour des protections ultimes de la biodiversité, etc. Et donc, ce n'est pas forcément les mêmes régimes argumentaires qui sont derrière ce jeu-là. Et donc, ces controverses sont très compliqué parce que moi j'avais bien suivi l'affaire de lorsque L214 avait justement mis des caméras dans l'abattoir de Mauléon dans le Pays Basque par exemple, et là très concrètement en fait ces deux régimes argumentaires s'opposaient pleinement, c'est-à-dire que vous aviez d'un côté des paysans qui travaillent à longueur d'année avec les animaux, dont notamment leurs fils ou leurs cousins sont obligés de travailler parfois dans les abattoirs. Et donc là, en l'occurrence, il y a un moment où c'est l'agneau pascal qui arrive dans les assiettes, etc. Grosse demande. Et donc, L214 met des caméras pour montrer à quel point, en fait, ce régime est dur et tout ça. Et donc, en fait, il y a deux écologies, en fait, se retrouvent opposées plutôt que additionnées. Une qui vraiment est orientée sur la singularité de l'animal en tant qu'entité sensible, etc. Et donc, on va utiliser cette image choc qui consiste en fait à frapper les esprits à ce niveau-là. Et une autre écologie, une écologie de tous les jours, qui est une écologie qui malgré tout fait vivre plein de paysans. Et en fait, les paysans à ce moment-là, s'étaient vraiment révoltés senti trahi par l'autre écologie qui était considérée plutôt une écologie urbaniste, donneuse de leçons, etc. Donc c'est très compliqué parce qu'en même temps, L214 a des arguments de poids lorsque cette association montre des excès des systèmes productifs et bien évidemment a raison de pointer les défaillances de ce système-là. Donc en fait, cette question du statut de l'animal va être une question plutôt aujourd'hui je pense, de division des écologies plutôt que de convergence des luttes écologiques. Et ça, c'est un phénomène qui est très intéressant à analyser, mais qui aussi a un certain nombre de problématiques politiques importantes, quoi. Oui, effectivement, un sujet plus complexe en tout cas que ce qu'il pourrait paraître. Toute autre chose maintenant, enfin, bien sûr, ça reste toujours assez connexe. Vous avez en particulier travaillé sur l'exemple d'une rivière, la rivière Vilcabamba, eh bien, qui a suscité la controverse vis-à-vis justement de cette question qui nous intéresse aujourd'hui du droit des non-humains. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer comment vous êtes venu à travailler sur ce sujet et ensuite en quoi exactement eh bien, ce sujet peut intéresser les préparationnaires qui nous regardent aujourd'hui. En fait, ce qui est intéressant avec ce procès, c'est que c'est un des premiers procès d'une entité non humaine contre des entités humaines. Donc, j'explique un petit peu le contexte. Le contexte, c'est que après avoir suivi justement les grandes phases des assemblées constituantes en Bolivie, en Équateur, avec ma collègue Émilie Ramillard, nous sommes allés voir un peu ce qui se passait du côté, on va dire, pratique, concret de l'application de ce nouveau statut des entités non humaines dans le droit, quoi. Et donc, il y a eu un procès qui a opposé donc en 2011 la rivière de Vilcabamba dans l'état de Loja en Équateur contre une municipalité qui avait décidé de construire une route qui traversait, qui longeait cette rivière et qui a fait que la rivière a été déplacée, polluée, contaminée, il y a eu pas mal d'impacts écologiques sur cette rivière, etc. Et donc, en l'occurrence, ici, des individus avaient porté plainte, mais pas en leur nom, mais par contre en nom propre de la rivière, c'est ce que permet la constitution politique équatorienne, et donc il y a eu un procès. Et de ce procès a été fascinant à analyser parce que c'est un premier moment historique, et je dirais historique au niveau mondial, où vous avez une entité non humaine, une rivière, qui est
à égalité dans ce théâtre juridique qu'est le procès. Et c'est ce que dit par exemple Marie-Angèle Hermite, qui est une chercheuse sur cette question des droits non humains, qui a fait un travail remarquable là-dessus depuis de longues années, qui disait que s'il n'y a pas de procès effectif, il n'y a jamais en fait égalité entre l'environnement, ce qu'on appelle l'environnement, ou les parties prenantes écologiques, et l'être humain. Il faut arriver à cette possibilité du procès pour qu'il y ait une vraie symétrie et une vraie en fait égalité des positions entre par exemple l'animal et l'homme, ou une rivière et l'être humain, etc. Et donc dans ce procès, tout de suite, très rapidement, s'est posé la question. Il y a eu plein mal de controverses de comment on faisait parler la nature, parce que dans un procès, tu as besoin de te défendre, bien évidemment. Moi, je vais avec mon avocat et moi-même, je peux me défendre, je peux dire que telle ou telle chose, je l'ai pas faite, etc. Mais une rivière, c'est ce qu'on appelle une partie prenante muette, quoi. Et donc, justement, ce qui est intéressant avec le droit équatorien, c'est qu'ils ont trouvé plein de petites astuces techniques pour permettre justement à la rivière de pouvoir parler, entre guillemets, parce que cette question des porte-paroles est fondamentalement importante, quoi. Et donc, par exemple, dans le droit, aujourd'hui, il y a des parties prenantes qui sont muettes, hein. Il y a par exemple des personnes qui sont handicapées, qui ne peuvent pas se défendre elles-mêmes, qui ne peuvent pas parler en leur nom. Il y a des enfants, là aussi, qui peuvent ne pas forcément, qui sont pourtant des sujets de droit, etc. Et donc, c'est des astuces qui permettent justement à la rivière de pouvoir parler, de pouvoir dire des choses. Une des astuces qui est très intéressante dans la constitution politique équatorienne, c'est lorsque vous devez défendre un point particulier juridique, là, ce n'est pas à la partie défenderesse, donc à la rivière, de montrer les preuves, mais c'est à la partie qui agresse qui a de démontrer qu'elle n'a pas porté préjudice. Ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve, qui est une astuce très intéressante et qui permet justement de pouvoir donner malgré tout une opérationnalité concrète en fait à la logique de la défense ou de du portage d'accusation dans les sphères légales, quoi. Et quelle a été alors la finalité de ce procès? Donc la finalité de ce procès, c'est que la municipalité qui avait fait la route a été condamnée à devoir justement réparer, remettre en ordre complètement l'écosystème. Donc il y a cette question de la réversibilité, justement, qui est une question en droit qui est très importante. Et donc bien évidemment, la rivière a gagné dans ce procès. Et est-ce qu'il y a des exemples un peu similaires qu'on retrouve à travers le monde, ou est-ce que c'est encore aujourd'hui quelque chose qui reste inenvisageable dans un pays comme la France, par exemple? Non, il y a aujourd'hui pas mal de, justement parce que depuis un certain nombre d'années, il y a une vraie proposition très bien organisée, très bien structurée autour d'avocats qui se sont spécialisés sur la question du droit de l'animal, mais aussi sur la question des droits des non-humains en règle générale. Il y a, comme je te disais, des constitutions politiques qui ont vraiment travaillé tant techniquement les dossiers, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Argentine sur le droit de l'animal, par exemple, qui est très important. Et bien évidemment, ces coalitions d'activistes, de militants écologistes, mais aussi d'intellectuels. En France, on a aussi un gros mouvement ici sur la question de l'écocide, par exemple. Tout ça, ça fait que il y a aujourd'hui de plus en plus de matériel, de dispositifs techniques, juridiques, pour pouvoir mettre concrètement en place des actions juridiques pour protéger un peu mieux les non-humains, quoi. Oui, on peut penser aussi, cet exemple vient en tête, du cas du procès contre les bruits et les odeurs de la campagne, qui avait fait grand bruit, je crois d'ailleurs, qui avait poussé les députés à proposer justement une proposition de loi pour défendre ce patrimoine culturel français, puisque voilà, l'histoire à la base, c'était donc quelqu'un qui venait de déménager, qui venait de la ville, qui avait donc porté plainte contre une femme qui possédait un coq, qui chantait tous les matins comme un coq, quoi, finalement. Et donc voilà, cette histoire qui avait fait par la suite jurisprudence. Donc effectivement, bon, alors évidemment c'était pas forcément comparable à l'exemple que vous avez cité précédemment, mais en tout cas ça concerne également ce droit des noms d'humains que vous évoquez justement. Peut-être aussi une question connexe. On voit que a priori, voilà, pour parler d'un sujet évidemment d'actualité plus qu'omniprésent, qui est
celui du Covid-19 ou de la Covid-19 plutôt. Il y a un an, donc, alors, même si aujourd'hui on n'en est plus tout à fait certain, il apparaît que ce virus est apparu, a été transmis de l'animal par l'homme dans un marché aux animaux du côté de Wuhan. Alors voilà, on ne sait pas si c'est forcément des chauves-souris, si c'est des pingouins. En tout cas, il semble que l'origine de ce virus soit bien animale. Est-ce que cette réalité, voilà, de ce rapprochement, notamment dans les cultures asiatiques, entre l'animal et l'homme, qui peut causer justement ce type de pandémie, est-ce que ça a modifié le rapport des hommes à l'animal, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour le dire? Est-ce que vous avez par ailleurs étudié cette question-là? Bah, c'est une question qui est émergente, donc c'est toute la question des zoonoses, hein. Comment justement, du fait de l'urbanisation excessive, du fait d'avoir colonisé les espaces sauvages depuis 50 ans, bah, on se retrouve maintenant dans des intersections avec les non-humains, avec les animaux notamment, de plus en plus fréquentes, de plus en plus complexes. Et justement, par exemple, avec la question des chauves-souris qui était apparue beaucoup dans la controverse sur les origines du coronavirus, bah, on s'est retrouvé sur cette situation parce qu'on savait que les coronavirus se développaient beaucoup dans les endroits où il y a des chauves-souris, dans les grottes de chauves-souris notamment. Et donc, bien évidemment, le fait d'être de plus en plus en interrelation avec ces milieux sauvages faisait qu'il y avait une interpénétration entre leur monde à eux, le monde sauvage, qui malgré tout garde un certain nombre de caractéristiques propres, et le monde civilisationnel, etc., etc. Donc, ces zoonoses, en fait, viennent un peu configurer, reconfigurer ces relations entre l'homme et l'animal. Et ça a été étudié par pas mal d'anthropologues. Il y a les travaux de Frédéric Keck, par exemple, qui sont intéressants là-dessus. Et donc, voilà, il y a ce champ qui est émergent aujourd'hui. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas juste une question de chinois ou pas chinois. Il faut savoir qu'en France, il y a des zoonoses qui sont aujourd'hui étudiées. Nous, on étudie avec des collègues de Clermont-Ferrand, de l'INRAE, mais aussi d'Origence Media Lab, de mon laboratoire. Il y a des chercheurs comme Elsa Jourdain, comme Patrice Kerr, comme Émilie Ramilien, comme Xavier Four, qui aujourd'hui travaille sur l'émergence de la fièvre Q en France. Et donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plusieurs pays. Voilà, ce sera donc le mot de la fin. Un grand merci donc à vous, hein, Diego Oliver. Je le rappelle, donc enseignant-chercheur en économie au groupe ESC Clermont et directeur par ailleurs d'Origence Media Lab. Voilà, je rappelle l'article que vous avez donc rédigé sur Major Prépa sur eh bien la théorie des cycles économiques à l'épreuve du Covid-19. Merci à vous donc pour votre éclairage sur ces droits de l'humain qui bien sûr s'inscrit dans le cadre du sujet de culture générale des préparationnaires qui est donc l'animal, hein, je le rappelle bien entendu. Merci donc à vous par ailleurs de nous avoir tous écoutés, chers auditeurs. Et quant à moi, donc, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live sur Major Prépa. Merci à tous.